connu, et ainsi que le courant actuel de la toxicologie moderne. Donc, il considère que les limites maximales de résidus telles qu'elles sont définies actuellement sont inadmissibles parce qu'elles induisent une intoxication aiguë. Bon, d'où la question, quelle société, quel environnement et quelle santé allons-nous léguer à nos enfants et aux enfants de nos enfants, donc aux lignées. Maintenant, diapo suivante, diapo 3. Les conditions de l'introduction du chlordécone aux Antilles. Bon, elles sont très simples, pas compliquées. C'est en étudiant la question du chlordécone que je suis devenu mais profondément anticolonialiste. Bon, alors, au début des années 60, le gouvernement français, il constate que le chlordécone il est toxique pour les sols, pour les personnes parce qu'il s'accumule dans les graisses. Il est toxique pour l'eau. C'est pas le chlordécone, les organochlorés, les pesticides organochlorés. Bon, donc il décide de les interdire progressivement. En 1972, il lui restait à interdire 4 pesticides, les 4 derniers organochlorés de l'agriculture française, c'est-à-dire l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et le chlordane. Le décret d'application, parce qu'il en faut un, n'a pas été pris pour les départements d'outre-mer. Donc, ça n'a pas été interdit pour les départements d'outre-mer en 72, mais la même année, il va autoriser les essais, il va autoriser la commercialisation du chlordécone. Donc, non seulement il n'a pas interdit, mais il a autorisé le chlordécone. Je vais parfois rire, puisque j'aime l'humour noir, j'aime les films comiques aussi. Bon, ben voilà, c'est un film comique. Il y a 2 sociologues en particulier, Mathieu Fins et Pierre-Benoît Joly, qui ont produit des rapports intéressants. Ils ont démontré que le gouvernement français avait été informé par les experts de l'écotoxicité du chlordécone et de sa bioaccumulation. Et malgré ces informations, il a décidé de l'autoriser de 72 jusqu'à 90. Et quand il a interdit en 90, comme ça se faisait pour d'autres toxiques, il a donné 3 ans d'écoulement des stocks. Donc, on a écoulé les stocks pendant 3 ans. Et maintenant, donc, nous sommes en contamination générale. Alors, diapo 4. Ça, c'est pour les historiens qui travaillent sur l'environnement. Une petite citation que j'ai extraite d'un rapport de Mathieu Fins. Alors, un dernier facteur explicatif de la relative latence de l'alerte sanitaire environnementale s'appuie sur l'hypothèse que si le processus d'autorisation du chlordécone n'est pas radicalement différent de celui suivi pour d'autres pesticides, suivant cela la logique du provisoire, il subit néanmoins le facteur supplémentaire de la tropicalité. L'invention de la tropicalité a fait l'objet d'une littérature abondante depuis le travail séminal de l'historien David Arnold. Dans ce travail, David Arnold faisait remarquer l'ambivalence de la notion de tropicalité dans les récits et discours savants portés... Est-ce que j'ai... Oui. Oui, c'est ça. Alors, donc, portés sur les régions tropicales des empires coloniaux. Cette ambivalence mêle les figures du paradis du jardin d'Éden perdu par les sociétés industrielles du XIXe siècle et celle de l'enfer de la nature sauvage faisant obstacle à la mission civilisatrice de ces empires. On peut ainsi rapporter à l'invention de la tropicalité à la fois les entreprises coloniales de mise en valeur des territoires conquis et comme le faisait
comme le fait l'historien Richard Grove, la naissance du mouvement de conservation de la nature inquiète des conséquences désastreuses de la colonisation sur les environnements tropicaux. Bon, alors j'ai juste deux commentaires. C'est que, trois commentaires. Les régions tropicales sont réputées propices au foisonnement de parasites. Premier commentaire. Deuxième commentaire, d'où la nécessité d'employer des insecticides plus puissants et donc plus élevés, et donc à dose plus élevée qu'ailleurs. Troisième commentaire, les recherches destinées à réduire l'impact sanitaire ainsi que la masse des pesticides utilisés en milieu tropical sont souvent présentées comme étant trop onéreuses. Bon, donc on ne les fait pas. Et on dit simplement pour les tropiques, il faut en mettre plus. Il faut en mettre plus. Alors, diaporama 5 maintenant. Diapo 5, la résonance historique. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi la résonance historique? Parce que je rappelle que, tout d'abord, que la Guadeloupe, elle a supporté 2 abolitions de l'esclavage. Ce n'était pas le cas de la Martinique, hein, parce que la Martinique, à l'époque, elle a demandé aux Anglais de l'envahir, elle a passé un accord pour ne pas procéder à l'abolition, la première abolition de 1794. Donc, 1794, première abolition, et la deuxième abolition a eu lieu en 1848. Deuxième abolition parce qu'en 1802, Bonaparte a dit « Oups, on s'est trompé, on n'aurait pas dû vous libérer ». Bon, donc il a remis la population en esclavage, ce qui a fait à peu près 10 000 morts en Guadeloupe, suivi de l'indemnisation des esclavagistes. On leur a donné une partie de leur réparation, puisque l'État qui était royauté au début et qui était ensuite république, leur avait permis d'avoir des esclaves. Donc à la question de savoir, est-ce qu'il y avait eu préjudice? Oui, il y a eu préjudice des esclavagistes qui ont perdu leur troupeau. Donc, il faut les indemniser. On leur a donné par tête d'esclave temps, et ensuite on leur a demandé d'être un peu patients. Les banques coloniales ont été créées et on leur a donné toutes les actions des banques coloniales en guise d'indemnisation pour eux et pour leur lignée. Bon, alors cette indemnisation a été réalisée en partie en espèces. Bon, voilà. Maintenant, en quoi consiste exactement la résonance historique de l'esclavage et du chlordécone? Elle a concerné un même secteur d'activité, l'agriculture. Ça a été au début la canne pour ce qui concernait l'esclavage et la traite négrière, et ensuite la banane. Donc, les crimes d'esclavage et d'empoisonnement par le chlordécone ont tous deux été organisés par l'État français via le Code noir, d'une part, et via l'autorisation de mise sur le marché, d'autre part. Les grands propriétaires des bananeraies sont descendants des esclavagistes d'hier. Bon, voilà, ce sont les mêmes. Grosso modo, comme hier, les ouvriers agricoles de la canne, aujourd'hui ceux de la banane, sont majoritairement des afro-descendants. Alors, je rappelle qu'en 2019, des planteurs de bananes, l'association des planteurs de bananes, ils sont en association Guadeloupe-Martinique, c'est les mêmes familles aussi qui sont sur les 2 îles, se sont portés partie civile dans un procès visant à demander réparation contre les dégâts du chlordécone parce que ils ne peuvent plus planter comme ils veulent de la banane sur sol trop contaminé, donc ils sont victimes aussi, alors que c'est eux qui ont réintroduit le chlordécone et qui le distribuaient aussi, et demandent réparation aujourd'hui parce qu'il y a de l'argent à se faire. Bon, alors, diapo 5. Impact de la résonance historique sur la psychologie des victimes du chlordécone. Et là,
je crois qu'il faudrait développer une recherche spécifique sur la psychologie des victimes du chlordécone, c'est-à-dire victimes de cette pollution généralisée. Par exemple, le refus de porter plainte. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs enquêtes de terrain, interroger un tel, par exemple, qui me dit qu'il a un cancer de la prostate. Je lui demande, bon, est-ce que tu veux que notre association, t'aide à porter plainte? Non, parce que la justice, c'est pour les Blancs, ça sert à rien. Donc, il n'a pas besoin d'aller au tribunal. Il demande simplement qu'on le laisse crever tranquille. Tranquille. Bon, alors, j'ai rencontré dans la commune de Capesterre, c'est le plus gros producteur de bananes en Guadeloupe. Il y a beaucoup de gens qui sont en travers. Hein. Bon, alors, j'ai rencontré une femme qui devait avoir 45 ans. Elle était pas mal, et je lui demande, est-ce qu'elle a des problèmes de santé? Alors, sa réponse, c'est non, 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 je me porte bien. J'ai juste un cancer du sein, un cancer du côlon. Bon, autrement, ça va bien, c'est impeccable. Bon, alors, psychologie des victimes. Ensuite, on a rencontré, entre autres, ce sera mon dernier exemple, un agriculteur qui avait la soixantaine à peu près. En interview, il me dit qu'il avait un cancer de la prostate. Je lui ai dit, bon, tu te fais soigner, surtout pas d'opération. Du moment que je peux honorer ma femme tous les matins, j'ai pas besoin d'opération, ça va, c'est que tout marche. Bon, alors c'est spécial quand même, c'est spécial. Il n'y a pas beaucoup de plaintes qui émanent de la population de Guadeloupe. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques-unes, mais pas beaucoup. Diapo 7 maintenant, je parle de plaintes individuelles. Diapo 7, défis écologiques et sanitaires présents. Au niveau de l'alimentation, nous sommes confrontés à des distributions régulières d'eau non potable. On entend, par exemple, tous les 2 mois à peu près, l'ARS qui diffuse des communiqués en radio et télé. Il ne faut pas boire d'eau au robinet parce que les filtres n'avaient pas été changés assez vite et sur tel réseau, il y a un relargage de chlordécone qui se fait, donc il ne faut pas boire, il ne faut pas donner aux enfants, bon, etc. Donc ça, absence de traçabilité du chlordécone dans les aliments, et en réalité, il n'existe pas de label zéro chlordécone. La Martinique en avait fait l'expérience en 2018. L'expérience a duré 1 an. Elle a dû s'arrêter de par l'opposition de la Chambre d'agriculture, l'opposition de l'État lui-même, parce que si jamais on met une étiquette zéro chlordécone sur un produit, eh bien, l'argument de l'État, des représentants de l'État, l'argument des représentants de la Chambre d'agriculture, c'est que ceux qui ne sont pas en capacité d'avoir un tel label seront pénalisés. Donc, il ne faut pas les pénaliser. On peut intoxiquer tous les autres. Alors, d'où la question, est-ce qu'ils sont vraiment des gens, quoi? Bon. Alors, agriculture maintenant, en Guadeloupe, il y a 2 îles, ça fait un peu comme les 2 ailes de papillon reliées maintenant par 2 ponts. Il y a une île qui est volcanique, la Basse-Terre, une île qui est calcaire, la Grande-Terre. Et toutes les réserves d'eau, pratiquement, sont en Basse-Terre. Elles sont en zone contaminée, elles sont elles-mêmes contaminées. Alors, pour faire l'irrigation agricole de la Grande-Terre, on n'a jamais cessé de mettre de l'eau contaminée sans filtre. Donc, le niveau de contamination de la Grande-Terre, il monte régulièrement, alors qu'elle n'avait pas de production bananière significative. Donc, irrigation de la Basse-Terre. Et on peut signaler, par exemple, les transferts de bovins contaminés. Parce que l'INRA fait un travail qui a montré que lorsqu'un bovin contaminé, par exemple, contaminé, ça veut dire élevé en Basse-Terre,
Lorsqu'il passe 6 mois, par exemple, sur un sol sain de grande terre, on ne peut plus détecter le chlordécone dans ces tissus. Donc, avant de l'emmener à l'abattoir, on lui fait faire 6 mois en grande terre, et puis ça passe bien. Bon, mais seulement les propriétaires fonciers de grande terre, ils se posent des questions. Oui, mais quand l'animal fait ses déjections, il pollue notre terrain à la fin. Donc maintenant, les transhumances, elles sont plus difficiles. Plus difficiles parce que tout le monde n'est pas d'accord. Diapo 8. OK, donc 2, c'est ça. Transaction de sol et de terrain. Il faut savoir que quand un sol il est réputé contaminé, souvent les propriétaires parviennent à le déclasser. Déclasser, on fera un lotissement, on ne va plus planter. À ce moment-là, on charge les camions de terre, on racle bien le tout, et il y a de la terre végétale à vendre. Donc, quelqu'un de grande terre, par exemple, qui a besoin d'avoir du joli gazon, il lui faut un beau terrain, puisque le terrain, c'est du tu, c'est rocailleux, il achète de la terre, et puis il ne sait pas d'où ça vient. Et on vient lui livrer plein de terre avec du chlordécone qu'il met tout autour de chez lui. Il a un beau gazon. Mais il a empoisonné son espace vital pour longtemps. Bon, alors, il y a des terrains contaminés qui sont régulièrement vendus, sachant que le vendeur n'a aucune obligation d'informer l'acheteur que le terrain est contaminé au chlordécone. Pour l'instant, l'état actuel de la science, contaminé pour 500, 600 et le BRGM dit 700 ans. D'accord? Vous n'êtes pas informé, vous le découvrez lors d'une analyse fortuite. Si vous avez une conscience, vous ne plantez plus là-dessus, mais vous devez continuer à rembourser votre crédit à la banque. Ou alors trouver un gogo qui va vous acheter votre terrain, tout comme vous-même l'avez acheté sans savoir au vendeur initial. Alors, un petit clin d'œil sur la pêche. Actuellement, si on se réfère au décret de 2013 et 2014, arrêtés préfectoraux, pardon, il y a à peu près près d'une cinquantaine d'espèces de poissons, fruits de mer, etc., qui sont interdites à la consommation en Guadeloupe. Donc, normalement, quand vous achetez un produit de la mer, ou même du bœuf local, etc., vous devez savoir d'où ça vient. Mais cette information-là, vous ne l'avez pas. Et même si on vous dit où est-ce qu'on a mangé, où est-ce qu'on a pêché le poisson, peut-être qu'il faudrait savoir où est-ce qu'il allait danser le samedi soir, est-ce qu'il allait dans une zone contaminée, quoi. Donc, on n'a pas ces informations-là. Il n'y a pas de traçabilité. Et puis, concernant les enfants, bon, je n'ai pas voulu là faire un descriptif, mais je l'ai fait un peu plus loin. Sur d'autres bases, vous pourrez vous rapprocher de l'étude Timoun. L'étude Timoun, qui est une étude qui a été menée sur une cohorte d'enfants à partir de 2004-2005. Il y a quelques centaines d'enfants guadeloupéens. Et vous prenez les résultats pour les enfants à 7 mois, les enfants, et maintenant, les enfants à 7 ans, les résultats ils ont été produits l'an passé. Bon, donc, étude Timoun. Timoun, ça veut dire enfant en créole. Donc, de multiples effets sur les enfants, sachant qu'il y a en particulier des pertes de quotient intellectuel importantes. L'un des auteurs, c'était Sylvaine Cordier. Elle était directrice de recherche à Rennes, de l'INSERM Rennes. Elle a indiqué lors d'une conférence qu'elle a donnée en Guadeloupe, si je vous ai, dans mon texte, il y a les références de la publication, mais elle a indiqué qu'il y a certains éléments qu'ils ont choisi de ne pas publier. Ne pas publier que les enfants suivis avaient des pertes de quotient intellectuel à 7 mois de l'ordre de 10 à 20 points de QI qu'ils avaient perdus. 10 à 20 points. J'avais entendu une émission à la télé en disant qu'à 7 points, c'est déjà dramatique, mais là, ils ont perdu entre 10 et 20 points de QI. Bon, alors,
diapo 9. Diapo 9. Le constat. Oh là. Attends, voilà. Voilà, le constat des infirmières du Sud Basse-Terre. Donc, en 2013, j'ai été contacté, ainsi que mon épouse, par une infirmière du Sud Basse-Terre. Elle voulait me parler, une infirmière de santé scolaire. Elle voulait me parler de leurs observations dans tout le Sud Basse-Terre sur les enfants de maternelle, 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Donc, voilà, depuis 3 ou 4 ans, c'est ce qu'elle me disait à l'époque, elle et ses collègues ne reconnaissaient plus l'état général des petits Guadeloupéens. En grande majorité, avant 2009, ils débordaient de santé. Maintenant, dans chaque classe, on dépiste des enfants qui présentent plusieurs pathologies. Alors, depuis 3 ans, ce qui était nouveau, c'était l'augmentation du nombre d'enfants pris en charge tant à la ville qu'à la campagne, ainsi que la proportion d'enfants affectés de troubles du langage et de troubles psychocomportementaux. Désormais, beaucoup d'enfants ont des profils autistiques. Il y a eu aussi ce cas d'enfant de 3 ans qui était en dépression profonde. Il a dû être soigné pour dépression. Cette évolution générale est perceptible dans les bilans de santé des enfants. Elle m'a montré les bilans de santé inscrits dans les écoles maternelles de Guadeloupe et notamment du Sud Basse-Terre. Et à titre d'illustration, elles m'ont donné une liste des pathologies qui étaient cumulées par 5 enfants d'une classe qui était réputée normale. Alors, cette classe est considérée comme représentative de plusieurs autres classes et de plusieurs écoles du sud de la Basse-Terre. Donc, malformation physique, fistule recto-vaginale, c'est-à-dire communication recto-vaginale, absence d'anus, malformation rénale, dysmorphie du visage, pieds plats, ventre très relâché, strabisme convergent. Troubles physiques, diabète, obésité stade 2, troubles de la vision, confusion des couleurs. L'enfant voit quelque chose, il ne sait pas si c'est bleu, jaune ou rouge, il ne sait pas ce que ça veut dire. Troubles de l'audition, confusion des sons, qu'il entend là ou mi, etc. Il ne fait pas la différence. Incontinence, urine et selle, infection urinaire, tendance à la constipation, allergie, asthme, tremblement. Alors, certains enfants devaient être traités par la dépakine, tant leur tremblement était important. Les violents tremblements observés par la dépakine, ce qu'on donne aux gens qui sont encore... quand tu te couches par terre, là, tu te mets à trembler, tu mords ta langue, là, épileptique, voilà. Bon. Donc, c'est ça qu'elles avaient dans leur trousse de pharmacie dans le Sud Basse-Terre. C'est ça seulement qui ramenait les enfants. Malformation chromosomique, il y avait un cas de délétion chromosomique du bras long du chromosome 10, troubles neurologiques, troubles psychologiques, mutité, il sait parler mais il ne parle pas, comportement autistique. L'enfant ignore s'il est un garçon ou une fille, il ne sait pas, c'est un mystère. Troubles psychomoteurs, malhabile, ne sait pas s'habiller, ne sait pas tenir un crayon, confusion du haut et du bas, de droite, gauche, dessus, dessous, devant, derrière, avant, après, haut, bas, etc. Troubles de la motricité fine, troubles du langage, troubles de la concentration, instabilité, violence, troubles de l'apprentissage. Bon, maintenant, dimension néocoloniale. Alors, tout d'abord, dimension néocoloniale, divisée pour mieux régner. La Martinique est dans la même situation, mais, et là je vais au troisième point, je vais revenir sur les deux autres, mais nous n'avons aucune information de ce qui se passe en Martinique, malgré nos différentes demandes en préfecture, demande pour qu'on puisse se réunir, échanger, etc. Il n'y a pas de... Si on prend le cas de la chlordéconomie, c'était donc mesure de l'imprégnation en chlordécone d'individus. C'était une demande de la société civile depuis plusieurs années. Elle a été accordée. Et donc,
En Guadeloupe, quand vous voulez aller vous faire doser en chlordécone, vous devez aller chez votre médecin qui vous envoie vers un labo et ensuite le labo vous donne les résultats. Il met le médecin en copie et le médecin va vous recevoir, vous expliquer, vous mettre en contact éventuellement avec un nutritionniste. Bon, mais la relation imprégnation et pathologie ne sera pas faite. Ce ne sera pas fait. Parce que si jamais c'était fait, les gens pourront attaquer en justice et puis dire que, bon voilà, le chlordécone m'a donné telle pathologie, je demande réparation à l'État. Donc on n'a pas ces informations. Peut-être qu'on ne peut pas les avoir, je ne sais pas. En Martinique, vous voulez une chlordéconémie, vous allez dans un laboratoire, vous la faites, on vous donne vos résultats, c'est terminé. Le médecin, il n'intervient jamais. D'accord? Alors, quelle est la solution la meilleure? Nous sommes à 200 km de distance, 2 protocoles différents dans un même pays. Nous sommes censés être en France. Bon, alors, voilà. Maintenant, pas de participation croisée, par exemple, aux réunions de suivi du plan chlordécone. Absence de traçabilité du chlordécone, bon, je l'ai déjà dit. Chlordécone comme arme chimique. Alors, arme chimique, le commentaire que j'ai mis, c'est que les revendications politiques sont devenues maintenant des revendications hygiénistes. Il faut voir, à un moment, on avait besoin de scanners, du moins, bon, c'était ça la demande de l'époque. Scanner ou bien, bon, scanne quelque chose. Les ronds-points étaient tagués de partout. Et donc, nous sommes passés des revendications autonomistes, indépendantistes des années 60, 70, c'était jusqu'à la fin des années 60. Et maintenant, mais si jamais, qu'est-ce qu'on va faire d'une autonomie? Qu'est-ce qu'on va faire d'une indépendance si l'eau est contaminée, la mer est contaminée, la terre est contaminée, les productions agricoles sont contaminées? Au secours la France. Donc, il ne faut pas qu'on lâche la France. Il ne faut pas que la France nous lâche. Bon. Est-ce bien un hasard? C'est la question que je pose. Est-ce bien un hasard, cette contamination au chlordécone? Parce qu'il y a eu un point d'orgue, 1967, où il y avait une grève qui a fait un nombre indéterminé de morts. On n'a pas accès aux archives, c'était assez spécial. 67 et 68, autorisation par l'État d'expérimenter le chlordécone en plein champ. 72, consommer du chlordécone. Et maintenant, on dit vive la France. Bon, alors, souveraineté alimentaire. Oui, alors il y a bien des limites maximales de résidus. Alors, je donne juste un exemple concernant les limites maximales de résidus, telles qu'elles ont été définies. Finalement, il y a des limites, oui, j'ai vu, oui. Il y a des limites qui ont été définies par l'Union européenne et à la demande de la France pour les produits qui relèvent de l'agriculture tropicale et pour les produits qui relèvent de l'agriculture tempérée. Vous prenez le sucre de betterave, limite maximale de résidus, 10 microgrammes de chlordécone par kilo de sucre de betterave. 10 microgrammes, c'est le seuil de détection. Pour la canne à sucre, du sucre de canne, 20 microgrammes de chlordécone, on prend le double. Voilà, c'est pour sous les cocotiers. Bon, alors voilà. Et puis, dans ce contexte-là, ben, nos élus, ce sont des élus qui sont néocolonisés. Ils disent Amen, à part Amen, ils ne disent rien d'autre. Ils ne défendent pas leur population, ils ne disent rien du tout. Bon, maintenant, diapo 11. Donc, problématique, comment organiser un développement durable sur un sol durablement contaminé? Peut-on rapidement dépolluer les sols? Alors, à cette question-là, William Dab, dont j'ai parlé tout à l'heure, il disait que la dépollution des sols ne sera pas facile,
mais probablement même, elle ne sera pas possible parce que le marché que nous représentons, 2 fois 400 000 personnes, il est trop insignifiant pour des investisseurs. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre. Il a été président du comité scientifique du plan chlordécone, hein. Bon, c'est ça qu'il a déclaré en 2012 à la Maison de la Chimie à Paris. Durée estimée, dont j'ai déjà indiqué. Maintenant, défis écologiques et sanitaires futurs. Donc, il y a des choses qui ont bougé dans notre relation à l'environnement. Par exemple, la relation homme-nature. Maintenant, on a découvert des choses. Par exemple, qu'il y avait les 2 oiseaux qui avaient été étudiés étaient contaminés au chlordécone. C'était la tourterelle à queue carrée et la grive à pattes jaunes. Bon, donc, il y a une qu'on ne peut plus chasser. Il y a eu des combats. On ne peut plus la chasser, la grive à pattes jaunes. Mais l'autre, la tourterelle à queue carrée, vous ne devez pas la manger, mais vous pouvez la flinguer. D'accord? Bon, mais les fusils, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Bon, ensuite, il faut régler cette question-là parce qu'il y a des gens qui, compte tenu de la contamination du foncier, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est se débarrasser de leur patrimoine foncier et émigrer. Partir. Bon, alors, parce que c'est difficile à expliquer de conserver une terre qui, en l'état actuel de la science, sera nettoyée dans 600 ans. Bon, d'ici 600 ans, bon. Ensuite, les conseils de la préfecture, c'est qu'il faut préférer les aliments vendus en, comme ils disent, GMS, grande et moyenne surface. Autrement dit, il faut préférer de l'importer, il faut se méfier du local. Il faut se méfier de ce que produit notre propre environnement. Bon, maintenant, troisième, défi écologique et sanitaire futur, relations animaux-nature, encore en préfecture. J'étais en préfecture quand les différents experts ont proposé, pour pouvoir poursuivre l'élevage, de revenir au box de l'agriculture intensive. Il faut séparer l'animal du sol, il faut lui donner des aliments importés, bon, on ne produit pas d'aliments, il faut lui donner de l'eau filtrée, et à ce moment-là, vous avez un local, un animal local. D'accord? Bon, alors maintenant la relation homme-homme, alors don contre don, parfois on vous fait des cadeaux, d'écrevisses par exemple, mais comme les rivières sont contaminées, bon, il y a quelqu'un qui me disait qu'on lui avait offert 2 kilos d'écrevisses qui ont fini à la poubelle parce qu'on ne sait jamais. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il a tort? Et puis un médecin, le docteur martiniquais, Josiane Jospélage, Josiane Joss, donc c'est JJP, voilà, qui dit qu'il faut se méfier de l'allaitement naturel. Elle est présidente d'une association qui est très active, c'est l'AMSES. Bon, alors maintenant, diapo 14, c'est la dernière. Donc, nous devrions pouvoir nous projeter avec force dans l'avenir. Voilà, c'est la conclusion. Alors, au premier degré, il faut développer la recherche pour les pesticides qui ne sont pas préoccupants, voire même sanctuariser la Guadeloupe et la Martinique. Il faudrait appliquer le principe de précaution aux populations et à l'environnement des Antilles. Au deuxième degré, il faudrait pouvoir parvenir à l'aménagement de notre territoire à très long terme. Il paraît que les premières dépollutions de sol, d'après l'INRA, vont intervenir dans 80 ans. Alors au moins 80 ans planifiés sur 80, et puis arriver progressivement à 600 en l'état actuel. Bon, donc il faudrait voir ça. Alors, nous travaillons à la production d'un répertoire des producteurs bio. Alors, est-ce que ça peut exister? Enfin, mais nous avons fini pratiquement, il sera publié bientôt par le biais de notre association. Il convient de sortir de la relation coloniale, quelque chose que je pense, donc, écouter davantage la parole des femmes qui sont porteuses de vie, parce que quand vous êtes enceinte et que vous vous demandez pendant quelque temps comment est l'enfant, hein, avec le chlordécone perturbateur endocrinien, la femme, elle peut comprendre ce langage-là.
mieux que l'homme. Et ensuite, mutualiser l'expérience des peuples du monde, parce que des peuples qui ont vécu des drames qui sont comparables, il y en a eu un peu partout à travers le monde. Donc ce serait bien qu'ils puissent se rencontrer, que nous puissions les rencontrer régulièrement, afin de faire des échanges d'expériences et de voir comment continuer à développer l'espoir, continuer à développer la vie. Bon, puis j'ai donné en annexe un projet de conférence que j'avais eu là-dessus, sur une conférence des peuples du monde. Merci beaucoup, j'ai à peine dépassé. Mais merci voilà. beaucoup. Merci Philippe. Merci. On va à présent, je vous propose qu'on... Je vous propose qu'on pose les questions et à Julien et à Philippe, bien qu'on a pas mal dépassé. Hop là. Le temps, Julien, si tu veux bien venir, et comme ça on pourra poser des questions qui sont, j'imagine, nombreuses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que surtout vous voulez vous poser des questions l'un à l'autre? Parce que ça pourrait être intéressant aussi. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Allô? Ça marche. Non, non, ça marche. Ok, je pense que c'est pas. Je pense que. Merci Philippe. Je pense que le sujet est très important et je crois que ça vaut le coup de dépasser un peu le temps. Je préfère le dire aussi. 9 minutes pour comprendre à quel point des territoires dits ultramarins, dits français, sont contaminés et les populations sont profondément, je ne sais pas de terme, aussi abîmées, polluées, empoisonnées. Je crois que ça vaut le coup de dépasser 9 minutes et 14 Absolument, secondes. on va arrêter. Et par ailleurs, je m'excuse pour la minute de silence qui avait été, qui aurait été amplement nécessaire et méritée. Je m'en excuse. Oui, enfin, non, moi, je n'ai pas de questions à lui poser, j'ai compris qui c'est. J'ai une question à poser à Philippe. Est-ce que tu peux nous parler de... As-tu fait des prises de sang toi-même? Et est-ce que tu peux nous parler du taux de chlordécone dans ton sang? Non. Moi, j'ai pas vérifié pour moi. Quand j'ai soif, je bois. Quand j'ai faim, je mange bien. Non, je me suis pas posé ces questions-là. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux recommander à mon prochain. Et pour mettre la population à l'abri, il faut une politique publique digne de ce nom. Mais en fait, tu vois, la réponse, elle est d'une autre nature. Je vais l'oser quand même, quoi. Je vais l'oser quand même. Pour pouvoir survivre dans ces systèmes-là, il faut développer nécessairement une forme de spiritualité. Bon, et puis, voilà, on y va, tu fais un lâcher-prise et puis tu vas. Sinon, tu crèves tout de suite. Voilà. Parce que dans cette question, justement, extraordinairement importante et qui est centrale, de se dire comment vivre de manière, que tu poses, Philippe, comment vivre de manière durable dans des zones qui sont durablement contaminées. Tu parles de la difficulté de traçabilité du produit. Alors, je sais par exemple qu'on a Jérôme Gaillardet qui a tout un tas qui travaille sur ces observatoires de zones critiques, qui monitorent les sols, qui monitorent qui font tout un travail de prise de mesure. Et je me demande, Jérôme, que je cherche qui est là-bas, s'il y a des laboratoires éventuellement, il y aurait des possibilités de trouver en fait des manières de partager des données qui permettraient d'augmenter ces questions de traçabilité d'une manière ou d'une autre. Oui, bonjour, merci pour votre exposé, super. Il y a en fait en Guadeloupe 2 observatoires, enfin pour la Guadeloupe, je ne connais pas bien la Martinique, qui s'intéressent à la mobilité du chlordécone, parce qu'une des choses qui n'est pas bien connue, en fait, encore, c'est la mobilité du chlordécone, ce qui n'excuse rien
sur l'absence de prise de décision, mais le chlordécone, il a un comportement très, très complexe dans l'environnement. Il n'est pas transporté que par l'eau, il est aussi transporté par les sédiments, c'est-à-dire le sol qui se dégrade quand il y a un cyclone en Guadeloupe. Hein, toutes les mers autour sont brunes de petites poussières, de particules issues des sols. Et ça, c'est un véhicule du chlordécone en mer. Ça contamine l'environnement côtier aussi, ça contamine la chaîne alimentaire des poissons. En particulier, donc il y a un observatoire qui est mais vous le connaissez sans doute, hein, qui est la rivière du Pérou, à côté de Capesterre, qui est bon, bien sûr, sous l'autorité de l'INRAE, hein, comme toujours, c'est les pollueurs qui surveillent ce qu'ils ont fait, mais néanmoins, c'est des collègues, je pense, qui sont intègres, et donc il y a quand même tout un travail qui est nécessaire pour comprendre les chemins du chlordécone une fois qu'il est dans les sols. Le problème de la décontamination est horriblement compliqué également, parce que c'est des quantités de matière qui ont été contaminées qui sont énormes. Donc pour répondre à ta question, Martin, oui, chaque année, il y a un plan chlordécone du ministère, grassement alimenté. Hein. Je parle de plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont mis sur la table pour améliorer la connaissance du cycle du chlordécone. Oui, mais dans le cas d'une pollution globale, plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et puis la pollution, elle a été identifiée au tournant des années 1999-2000. Bon, donc ça fait près de 25 ans qu'elle est là. Dans quelle région française on aurait dit à la population attendez encore, nous n'avons pas fini de chercher pour vous mettre à l'abri. Ça ne fait que 25 ans. Je ne sais pas dans quelle région. Et la population, elle aurait foutu le feu aux préfectures, le feu, elle serait allée chercher Macron. En France, hein. Il y a ce point qui est extrêmement important. Et c'est justement dans les... Enfin, on voit l'extraordinaire importance de travail que vous faites, qui est que ça fait déjà une génération de combat. Et donc je crois qu'on doit vraiment tous vous applaudir pour cette génération, déjà pour tout ce travail que vous faites, de porter ce problème. Non mais c'est vrai, je propose qu'on réapplaudisse Philippe Verdol de porter ce message. Parce que le combat ne s'arrête pas ici. Et quelque part, et Julien, je trouve, et une fois de plus, dans ton travail, c'est la capacité de faire face à ces questions extraordinairement lourdes et en proposant une forme extraordinaire de vitalité aussi. Il y a quelque chose de l'ordre du cri de la vitalité dans l'œuvre que tu nous as proposée dans ce film. Et donc je tiens à te remercier aussi de l'avoir montré dans ce contexte. Merci à vous deux. Ok, d'accord, merci beaucoup. Allô? Je pense que tout le monde entend. Ok. Bon, déjà, j'aimerais bien peut-être faire un commentaire ou une proposition. Et déjà, c'est le fait de remercier Philippe d'avoir fait le déplacement. Et j'ai entendu ce matin beaucoup de choses qui parlent de l'émission de carbone. Et maintenant, on va questionner la question des déplacements. Donc, il y a certains voyages qui vaut mieux que d'autres. Il y a des informations qui valent mieux voyager que d'autres. Et je pense que si ce monsieur n'aurait pas fait ce déplacement entre Guadeloupe et Arles, ces informations ne seraient pas reçues de la même manière. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'assez lié à une certaine forme de honnêteté intellectuelle qui est urgente d'être mise en place. Et ce genre de symposium, c'est génial pour qu'on puisse tous et toutes faire face à ça. Et une autre proposition, moi je suis chorégraphe, une autre proposition de geste qui plutôt c'est plus une provocation. Jusqu'à quel point la France métropolitaine ou bien la France hexagonale serait prête à arrêter de manger la banane? Je crois que c'est une très belle question. Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse là-dessus.
Donc en 2006, l'INRA, elle a publié le résultat d'analyse qu'elle a faite de la banane. Elle a trouvé qu'il y avait 12 microgrammes par kilo de matière fraîche, 12 microgrammes de chlordécone dans un lot. Il y avait, dans un autre des lots qu'elle a analysé, 17 microgrammes de chlordécone par kilo de matière fraîche. Et comme ça excédait le seuil de tolérance, les limites maximales de résidus en usage pour les pesticides interdits, la banane de Guadeloupe et de Martinique aurait été interdite d'exportation en France et dans l'Union européenne. Donc, les planteurs, ils se sont constitués en lobby pour faire accepter par l'Union européenne 2 limites maximales de résidus concernant les fruits et légumes. Et c'est parce que il y a cette limite qui a été portée à 20 microgrammes que les consommateurs français et les consommateurs européens ont pu continuer à recevoir de la banane antillaise. C'est-à-dire qu'ils ont été trompés dans l'histoire. Ils ont été trompés. On ne leur a pas dit que selon les précédentes normes, la banane antillaise pouvait être empoisonnée. Donc tout le monde continue à la manger avec appétit, mais nous aussi de toute façon. Bon voilà, c'est un élément de réponse. Merci à vous deux. Merci.